Vous sentez-vous parfois fatigué ou stressé chez vous, sans vraiment savoir pourquoi? Et si l'énergie de votre intérieur influençait votre bien-être au quotidien? Participez à notre atelier gratuit animé par Jean-Baptiste Vosco, énergéticien, géobiologue et expert Feng Shui, pour apprendre à diagnostiquer et harmoniser l'énergie de votre intérieur. Dans cet atelier exclusif, vous découvrirez notamment comment diagnostiquer votre espace de vie, vous apprendrez à décrypter vos ressentis et l'énergie des objets qui vous entourent et vivrez une harmonisation en direct de votre espace de vie et à l'intérieur de vous. Vivre heureux et en bonne santé devrait être la norme. Alors, faites le premier pas vers un intérieur harmonieux et une vie plus alignée. Cliquez en haut à droite de l'écran ou en description pour vous inscrire à l'atelier. J'ai une maladresse qu'on m'a faite qui était assez lunaire. Quelqu'un qui me disait, à qui je parlais, que je connaissais, pas vraiment une connaissance, pas un ami, mais une connaissance, qui me disait, mais oh là là, mais moi à ta place, je me tirais une balle. Tu vois, donc des choses comme ça. Ça partait Oui. En fait, ça partait peut-être d'une bonne intention parce qu'il voulait peut-être me faire comprendre qu'il me trouvait courageuse, etc. Bien sûr, c'était ce qu'il voulait dire. Mais on ne sait pas à quel niveau de résilience, d'acceptation la personne est en face. Et donc, elle peut peut-être... c'est quand même très indélicat. Bonjour et bienvenue sur ABC Talk dans l'émission « Et si on papotait ?» Au programme d'aujourd'hui, nous allons papoter d'handicap moteur, de fauteuil roulant, parce qu'on en parle peu et c'est important de comprendre que tout de même, les déficiences motrices représentent 2,3 millions de personnes et ça concerne environ 5,8% de la population active. Et j'ai le plaisir d'avoir en plateau aujourd'hui Virginie Dubost. C'est bien Dubost qu'on dit? Oui. Je ne me trompe pas, bonjour. Exactement, bonjour Sandra. Alors Virginie, tu as 39 ans. Tu es entrepreneur, alors je lis vraiment tout parce que tu fais beaucoup de choses. Tu es entrepreneur engagée, conférencière, créatrice de contenu spécialisé dans la sensibilisation au handicap et la sensibilisation à l'inclusion. Tu es devenue tétraplégique après un accident et on en reparlera après, je n'en dis pas plus. Et tu as transformé en fait ton expérience en une force pour inspirer et faire évoluer les mentalités. Tu as un podcast, Dialogue, qui est sur la thématique d'inclusion, d'handicap et de responsabilité sociétale. Exactement. Tu reçois beaucoup de personnalités inspirantes de tous les domaines, tech, santé, mode, enfin, il y a dans ce très podcast, varié, ouais. C'est très varié. Et sur LinkedIn et Instagram, tu abordes aussi avec authenticité et humour tous les défis. On va vraiment parler de défis liés à l'accessibilité et à la diversité. Tu as vraiment de belles choses au programme, mais on va commencer par le début. Que s'est-il passé ce fameux jour où ta vie a basculé et quand est-ce que c'était? Alors en fait, j'étais partie en décembre 2017. J'avais pris un congé sabbatique de 6 mois pour aller en Amérique du Sud, sac à dos. Vraiment, j'avais un peu tout quitté. Toute seule? Ouais, toute seule, sac à dos. Et j'ai fait un peu tous les pays d'Amérique du Sud. Et en fait, le 5e mois, je suis arrivée au Costa Rica, j'ai pris un cours de surf. Et là, mauvaise vague, mauvaise chute. Et en fait, ma tête a tapé au fond de l'eau. Et il y avait très peu de profondeur. Donc en fait, ça fait l'effet d'un mur de béton. C'était très dur. Et du coup, j'ai 6 cervicales sur 7 qui se sont fracturées. C'est venu compresser la moelle épinière, donc qui passe à l'intérieur des cervicales. Et donc, c'est ce qui m'a rendue tétraplégique. Quand l'accident s'est passé, tu étais toute seule. C'est-à-dire que tu t'es retrouvée à l'hôpital et tu n'avais aucun proche autour de toi. Il y a des proches qui sont... J'étais toute seule, mais après, j'avais un de mes meilleurs amis qui habite au Costa Rica, qui n'était pas avec moi à ce moment-là, mais qui est venu. Donc ça a été un grand soutien. Et ma famille est arrivée quand même assez rapidement après. Comment, j'essaye de me mettre à ta place, si ça m'arrivait... Comment as-tu appris la nouvelle? D'ailleurs, tu étais dans ton lit d'hôpital. Comment on te l'apprend déjà? Déjà, pendant 2 jours, je pense que je me rappelais pas ce qui s'était passé pendant ces 48 dernières heures. Je me rappelais exactement l'accident. Ça, je me souviens que du coup, comme ma moelle épinière avait été touchée, je suis restée paralysée en fait dans l'eau et j'ai pas pu me débattre. Je me suis noyée. Mais oui. Donc ça, je me rappelle très bien.
Et après, on m'a expliqué un peu tout ce qui s'est passé, que j'avais fait 3 arrêts cardiaques, des infections pulmonaires, et qu'en fait, une lésion si haute, parce que ma moelle épinière a été touchée au niveau C1, donc au niveau de la cervicale 1. Et du coup, en général, c'est des lésions auxquelles les personnes ne survivent pas. Donc ça, on me l'a dit un petit peu plus tard. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte de tout ça 48 heures après, à la clinique, du coup, San José, donc à la capitale à laquelle on m'avait rapatriée, parce que j'étais sur la côte pacifique, sur Tamarindo, c'était une ville. D'accord. Voilà. Et là, je me suis rendu compte, en fait, qu'il se passait quelque chose d'important, parce que je voyais du monde autour de moi, je voyais des visages connus, alors que j'étais toute seule normalement. Donc là, je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose, quoi. Et donc, un médecin vient te l'apprendre? Comment concrètement on te le dit? On me donne pas on pose pas les mots de handicap, ni de tétraplégie, ni de paralysie. Mais je vois bien que je bouge plus. Je sais ce que j'ai eu, mais on me dit pas du tout. On me met pas de termes, pas de mots de pathologie, rien du tout. On les met à quel moment, ces mots-là? Ils arrivent à un moment donné? Ça, je l'ai su plus tard. Quand j'étais rapatriée en France. Ah oui, bien plus tard. Peut-être 2 à 3 semaines après. Peut-être 2 semaines après. Alors du coup, pendant ces 2 à 3 semaines, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? En fait, je vois que je suis immobile, que je progresse pas, que je récupère pas pour l'instant. Mais je me pose pas trop de questions. Au départ, je me disais que quand j'étais encore au Costa Rica, le fait de rentrer en France, ça allait me guérir, alors que j'étais pas malade. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en arrivant en réanimation à Paris, que la situation ne s'améliorait pas. Parce qu'en fait, j'étais complètement immobile pendant 2 mois. Je ne bougeais pas, je ne respirais pas. Je ne pouvais pas manger, pas parler, parce que j'étais intubée. J'ai eu une trachéotomie pendant 5 mois pour m'aider à respirer. Pour manger aussi, tu avais donc une stomie, tu étais avec des poches? Non, j'avais une sonde nasogastrique. C'était une sonde, d'accord. Donc, dans le nez. Et en fait, pour consolider en fait, les cervicales qui avaient été fracturées, on m'a posé un halo crânien. Donc j'avais 4 vis dans le crâne, reliées à un corset pendant 3 mois pour permettre aux cervicales de consolider. Donc en fait, parce qu'il ne fallait pas bouger du tout. Voilà. Pour que ça puisse consolider, il faut à peu près 3 mois. Et donc, je bougeais absolument pas. Je pouvais bouger que le nez, la bouche, les yeux. Pendant 3 mois. One thing for sure, life is so simple. Get up in the morning, be grateful. Be grateful. Grateful. Don't have expectation. The moment you have expectation, and if it is not fulfilled, you become so unhappy. So I always say, whatever you do in life, just have 2 things. It can be, it cannot be. But be happy with both. So living moment to moment without expectation much is the best way of living. Because for me, everything is happening now. Sachant qu'on a posé le terme tétraplégie, voire handicap, que 2 à 3 semaines après l'accident, quand ces mots ont été posés, toi, tu savais déjà ou le fait que le mot soit évoqué Moi, je savais pas trop ce que j'avais. Mais le fait de dire ce mot-là, ça fait peur. Parce que autour de moi, j'avais pas d'exemple de personnes qui étaient en fauteuil ou tétraplégiques. Bien sûr. Ou paraplégiques et qui pouvaient avoir une vie épanouie ou autre. Donc, j'avais pas d'exemple. Le seul exemple que j'avais, c'était le film Intouchable avec la tétraplégie. Donc, forcément, c'est pas très réjouissant comme image et comme mobilité, quoi, en fait. Donc, c'était pas... Ouais, c'était assez compliqué. Et je pense que ce qui a été un peu plus compliqué, c'était quand on m'a parlé de fauteuil roulant. C'était plus ça. Ah, plus ça que le mot tétraplégie, en fait. Oui, parce que tétraplégie, finalement, dans l'imaginaire des gens, on ne se rend pas trop compte de ce que c'est. On sait que c'est une paralysie, mais on... D'ailleurs, qu'est-ce que c'est? Allons-y, je te laisse parler. Il n'y a rien de tel que toi pour donner la définition. Une tétraplégie, en fait, c'est une atteinte des 4 membres à partir du moment où la moelle épinière a été touchée au niveau cervical.
Donc au niveau des cervicales C1, C7, si c'est plus bas, à partir des vertèbres dorsales, c'est une paraplégie. D'accord. Voilà. Et donc en fait, on peut avoir une tétraplégie complète, c'est-à-dire quand la moelle épinière est sectionnée ou vraiment fortement compressée ou nécrosée. Donc là, c'est-à-dire que le message nerveux ne passe plus entre le cerveau et les membres. Et on peut avoir une lésion incomplète comme moi, où la moelle épinière est juste compressée. Et on peut avoir encore de la motricité et de la sensibilité dans tout le corps. Justement, quelle motricité tu as? On voit bien que tu bouges le bras gauche. Ouais, je bouge un peu. Alors moi, c'est un peu... Ah, tu bouges un peu les pieds, effectivement. Ouais. En fait, moi, j'ai, en plus de cette tétraplégie, un syndrome qui s'appelle de l'hémimoelle, c'est-à-dire que tout mon hémicorps gauche est plus moteur. Ah, donc d'accord. voilà, je peux plus bouger, mais moins sensitif, c'est-à-dire que je ne sens pas ni le chaud, ni le froid, ni la douleur. D'accord. Voilà. Et en revanche, tout le côté droit est beaucoup moins moteur. Donc là, mon bras droit ne fonctionne pas et la jambe gauche bouge plus difficilement. La jambe droite, oui. La jambe droite, pardon. Mais côté beaucoup plus sensitif, sensible. beaucoup plus exacerbé. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, quand il pleut, les gouttes de pluie, des gouttes d'eau vont me brûler. Ah oui, je pensais que tu allais me dire vont me faire mal, mais alors brûler, je suis... Ouais, ça fait une sensation de brûlure, alors que j'ai beaucoup de traitements pour pallier ces douleurs neuropathiques. Mais, Justement, il y a des douleurs, donc c'est là où j'en viens. Il y a des douleurs, tu as des... Alors, quelles douleurs? Celles-ci? Alors, il y a les d'autres douleurs neuropathiques, ça va être au niveau de la sensibilité. Et après, je vais avoir des douleurs aussi au niveau cervical, parce qu'en fait, avec toutes les fractures que j'ai eues, ça a consolidé. Mais la mobilité du cou est encore faible. C'est-à-dire que je ne peux plus tourner la tête à droite. Oui. Donc, j'ai quand même... Tu as dit « et encore », ça veut dire qu'il peut y avoir une évolution? Je me suis reprise parce que non. D'accord. Non, mais ça aurait pu, et ça aurait été une très bonne nouvelle. Là, ça va faire 7 ans et non, il n'y a pas vraiment d'amélioration. Et donc, en fait, ça va venir s'engourdir. Et tous les trapèzes sont souvent contractés parce que... Donc, au quotidien, tu as des soins, j'imagine, kinésithérapie peut-être? Oui, tout au long, une fois par semaine. Une fois par semaine? 3 fois par semaine, ça dépend. J'ai plusieurs activités, mais oui, c'est important de continuer à mobiliser pour pas que le corps s'engourdisse trop. Ouais. Mais oui, sinon des douleurs, non. Ça va. Je ne sais pas si j'en ai plus ou si je m'y suis habituée. C'est ça, c'est toujours la problématique de la douleur, c'est que souvent on s'habitue. On s'habitue beaucoup. Et... En tout cas, il y a des traitements qui sont des traitements réguliers ou ponctuels en fonction des douleurs? Alors moi, j'ai des traitements, j'ai à peu près 15 comprimés par jour. Ah oui, quand même. Qui permettent... Qui permettent de compenser, parce qu'en fait, quand on a une lésion si haute de la moelle épinière, on peut avoir des troubles d'hypotension, donc des grosses chutes de tension, que je fais notamment pendant mes transferts le matin quand je me lève. Ah oui, donc, changement de position. Voilà, exactement. Comme quand n'importe qui se lève trop vite. Oui, c'est la même chose. Sauf que là, c'est vraiment amplifié. Mais là, c'est... Oui. Je vais avoir pour la spasticité. La spasticité, c'est les douleurs, les contractions involontaires des muscles qui vont venir s'enraidir et tout le corps. Donc ça va venir compenser. Des médicaments pour les douleurs neuropathiques dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Et voilà. Donc et pas d'anxiolytiques, pas d'antidépresseurs, comment moralement? Un petit antidépresseur quand même. Oui, quand même moralement, même si on va parler de résilience après, c'est quand même pas simple. En fait, j'avais déjà, pour être honnête, des antidépresseurs avant. Ah, d'accord. Parce que c'est pas ça qui a créé, non. Tu étais déjà sur ce terrain. Oui, j'étais déjà sur ce terrain-là depuis l'âge de 15 ans. Donc ça faisait déjà un moment. D'accord. Parce que j'avais des troubles de comportement alimentaire. Et grosse crise de boulimie très régulière, obsession pour le poids, l'apparence, le corps. Et donc j'avais déjà des antidépresseurs depuis très tôt. Là, j'apprends ça parce qu'effectivement, je fais exprès de préparer le strict minimum l'émission parce que je veux découvrir l'invité en direct. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il y avait cette image de toi. Quelle est ton image aujourd'hui de toi avec le handicap? Parce que finalement, l'alimentation, on s'en fiche complètement parce que ça te passe au-dessus, j'imagine? Non, ou pas du tout. D'accord. Eh bien, pas du tout. La chance que j'ai eue, c'est que grâce à cet accident, c'est très bizarre, mais c'est comme si ça avait réinitialisé mon palais et je n'ai plus aucune pulsion, je ne mange plus de sucre,
parce que c'est même pas que je fais attention, c'est que j'en ai plus envie. D'accord. Et j'ai plus du tout eu de pulsion, de crise de boulimie ni rien. D'accord. J'avais perdu beaucoup de poids. Après, le poids reste encore un vrai sujet, parce que avant j'étais très sportive, et quand on va un excès ou autre, j'allais courir, je mettais mes baskets, j'allais courir. Là, c'est plus compliqué pour se dépenser. Et c'est là toute la problématique de quand on est en fauteuil roulant, c'est que t'as peu de... Mais comment on se dépense justement en fauteuil roulant? Il n'y a pas de dépenses. Il y a pas de dépenses. Je fais un peu d'exercice physique, notamment des séances d'exosquelette. D'accord, il y a quand même des séances d'exosquelette. Voilà, je peux quand je suis debout, par exemple, faire des squats, marcher dans des barres parallèles. Je fais plein de choses comme ça. Donc voilà, mais après, c'est pas du tout la même dépense. Bien sûr. Que quelqu'un de valide. Donc il faut savoir compenser tout ça, parce que c'est vrai que l'alimentation, c'est toujours des moments conviviaux, de réconfort, où on a envie de bien manger. Mais à la fois, il faut penser que, il faut pouvoir rentrer non seulement dans son pantalon, mais dans son fauteuil aussi. Et c'est vrai que c'est pas évident. Forcément. Et même ce que tu me demandais par rapport à l'apparence, forcément, le fauteuil, c'est pas hyper glamour. Et il faut... moi, j'essaie de rester quand même toujours féminine, parce que je trouve ça hyper important malgré tout, quoi. Et ça, dès le début, ou c'est venu avec le temps, où le début, tu étais dans un état tel que tu t'en fichais complètement non, de l'apparence? Franchement, non, franchement, ça a toujours été un sujet... Non, même à l'hôpital, ma sœur, qui était ultra présente dès le départ, elle m'apportait toujours des vêtements chouettes, elle me faisait des tresses, Dès le début, tu as été bien entourée. Ça me permet de poser aussi cette question. Ultra bien Parce entourée. que, voilà, mettons à l'honneur les gens qui t'ont entourée. Ça, on n'en parle pas assez, mais c'est vrai. On va parler de là tout de suite, dis-moi. C'est vrai qu'on parle souvent de la personne qui est malade ou qui est en handicap, qui a un accident. Mais c'est vrai qu'il y a tout l'entourage aussi à côté. Moi, j'ai été hyper entourée par mes meilleurs amis, mes amis, ma famille, bien sûr, ma sœur, même des anciens collègues qui étaient venus sur place. Et parce qu'en fait, on n'en parle pas, mais ces personnes-là, non plus s'y attendaient pas, et elles ne savent pas du tout comment réagir dans ces cas-là. Et c'est vrai que c'est un traumatisme aussi pour elles, pour les proches. Moi, ça a été vraiment un fracas aussi dans ma famille, pour notamment ma mère, qui ne savait pas du tout comment réagir. Alors que ma sœur a pris vraiment... elle n'a jamais été dans l'affect, du moins elle ne me l'a jamais montré, mais elle a toujours gardé de l'humour, et elle était un peu en mode combatif pour trouver des solutions pour me rapatrier. Allez, on va s'en sortir, on va trouver une solution. Voilà, et elle était tout le temps à gérer mon administratif. Enfin, elle était tellement sur tous les fronts que on n'avait pas le temps de se morfondre, et on passait toujours des bons moments à chaque fois qu'elle venait me voir. Tu avais quelqu'un dans ta vie à ce moment-là ou Non. pas? Non. Pas d'enfant? Non, je ne crois pas qu'on en ait parlé. Il n'y a pas cet aspect-là, en tout cas. Non. Est-ce qu'on peut parler de la vie amoureuse quand on est en situation de handicap? Écoute, elle est possible. Je connais plein de personnes qui ont une vie amoureuse et qui sont mariées, qui ont même des enfants. Dans mon cas, c'est assez, pour être honnête, assez calme, parce que tu me demandais justement comment je voyais mon image. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai du mal à me positionner comme quelqu'un de séducteur, parce que c'est un peu contradictoire avec tout ce que j'essaie de véhiculer, mais non, mais j'arrive pas. Ça n'empêche pas. J'arrive pas moi à me. J'arrive pas à penser qu'on puisse me voir comme quelqu'un de désirable, en fait. D'accord. Donc c'est un appel pour ceux qui regardent cette émission. Non, je blague, Virginie. Appelez-moi. Au 06. Non. Mais quoique, on te retrouve sur les réseaux sociaux, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Donc toi, alors, ton réseau social, je veux bien qu'on dise, c'est moi, lequel? Je suis très présente sur LinkedIn et sur Instagram aussi. Donc on tape juste Virginie Dubost, et tout simplement, et on tombe sur toi. Exactement. Et toi, le but sur Instagram, entre autres, par exemple, puisque c'est plus là-dessus que je te connais, tu vas parler de quoi? Quel est ton objectif? Alors, moi, mon objectif, c'est pas de donner des leçons aux gens, mais au contraire, c'est de sensibiliser au handicap, de montrer qu'on peut faire encore plein de choses quand on est face à une telle situation, que la vie ne s'arrête pas, et que bien au contraire,
on peut puiser dans nos ressources et on peut avoir une vie quand même sympa, des amis, des sorties. Moi, j'ai jamais eu autant d'opportunités que depuis cet accident, finalement. Donc, c'est assez... Dis pas que tu es contente. Tiens, c'est peut-être une question. C'est à refaire. Alors, attention, ça va être à refaire, une question un peu profonde, mais à refaire. À refaire, on va pas se mentir, c'est quand même des challenges au quotidien. Et voilà. Au moins, c'est honnête. Mais honnêtement, par rapport à tout ce que je te disais au sujet des troubles alimentaires, des angoisses que j'avais, je me sens mieux maintenant, plus apaisée qu'avant. Avant, j'avais des gros moments de dépression. Aujourd'hui, plus. D'accord. Et ça, sans y réfléchir, c'était tombé comme ça dessus, comme tu me disais, moins d'envie pour le sucre. C'est pas toi qui as fait un travail particulier? Non, pas du tout. Je suis pas du tout suivie niveau psy. Tu n'as jamais été suivie au niveau psy suite à l'accident? C'est vrai? Non, je suis vraiment très étonnée. Bah, j'aurais dû, oui. Mais en fait, j'étais tellement... parce qu'après ma rééducation, j'ai fait 2 ans d'hôpitaux et j'ai eu une récupération qui était assez miraculeuse parce que j'ai même pu réapprendre à marcher dans les barres parallèles, etc. Et en fait, moi, c'était cette progression, cette amélioration que j'avais qui me stimulait. Et du coup, j'ai tout misé sur l'aspect physique, l'aspect kiné, ergothérapie et tout ce que j'appelais un peu théorique, c'est-à-dire psychomotricité, etc. Pour moi, c'était pas la priorité. Et puis, le peu de séances que j'ai faites, la psy que j'avais a reformulé tout ce que je disais. Donc, j'ai dit, bon, allez, on arrête. Il fallait changer de psy. Voilà. Après, c'était à l'hôpital. Après, j'ai pas... Ah oui, c'était à l'hôpital, oui, c'est vrai. Donc, voilà. Et après, le problème que j'ai rencontré quand je suis sortie de l'hôpital et que j'ai voulu commencer un suivi... quelques mois après, c'est que je n'ai pas trouvé de cabinet médical accessible. Ah bah parlons-en. Je fais cette tête parce qu'on a eu malheureusement la problématique juste avant l'émission avec l'accessibilité qui n'était pas forcément hyper pratique pour toi au quotidien. Je sais, on va répéter des choses qui ont peut-être déjà été dites, mais il faut le redire. Comment tu fais au quotidien les trottoirs, les toilettes non accessibles? Comment ça se passe? C'est un peu le parcours du combattant et en fait, il faut tout anticiper. On parle de justement les toilettes qui ne sont pas accessibles. Par exemple. Quand je me rends dans un restaurant, un bar, j'anticipe soit de prendre mes dispositions en amont, soit d'appeler systématiquement pour savoir si le restaurant est accessible, les toilettes le sont aussi. Et ça, partout, à toutes les sorties. Donc c'est vrai que c'est une charge mentale assez lourde. Voire même porter des protections. Je sais pas, je pose des questions qui sont peut-être un peu tabous, mais non, pas besoin. Non, pas du tout. Non. Mais non, ou je me retiens, ou j'anticipe, mais c'est pas bon pour les reins non plus de trop attendre. Surtout qu'en fait, on n'en parle pas beaucoup, mais quand on a une blessure médulaire, donc une atteinte au niveau de la moelle épinière, ok, on est paraplégique, tétraplégique, on est en fauteuil roulant, ok. Sauf qu'à côté du fauteuil roulant, il y a tout ce qu'on appelle les troubles associés, dont on ne parle pas. Eh bien, parlons-en. Voilà. Et ça va être, par exemple, ce que je disais, l'hypotension, les risques de dépression, les risques d'escarre aussi. Parce qu'en fait, je pensais à ça quand tu parlais du poids tout à l'heure. Plus on a du poids, plus il y a des risques d'escarre. Les escarres, donc ça va être des blessures, des nécroses suite à un appui, un mauvais appui, un appui trop prolongé, qu'on peut avoir, par exemple, sur les ischions, sur les os des fesses, si on ne sent pas lorsqu'on s'assoit sur, par exemple, un revêtement plus dur. Et ça peut être problématique quand on n'a pas cette sensibilité-là. Moi, je l'ai, donc j'ai cette chance-là. Mais par exemple, aujourd'hui, on parlait féminité. Toi, je vois que tu es toute féminine, tu as des escarpins, vous ne le voyez pas à l'écran. Sandra, magnifique escarpins. Voilà. Et ben moi, typiquement, je ne peux plus mettre des chaussures comme ça. Je mets que des baskets ou des Ugg. Tu aimerais porter des escarpins? Des escarpins, non. Ça ne me manque pas, mais par exemple, rien que des petites bouts en cuir, des choses toutes simples, et ben, je ne peux pas parce que c'est trop rigide et que ça me fait des escarres et que ça me fait ultra mal. Et donc, je ne peux pas du tout... Oui, on ne pense pas à ça. Du coup, je regarde tes pieds. Voilà. Mais effectivement, il faut que tu sois dans des chaussures confortables. Je suis tout le temps en basket. Donc voilà. Qui peuvent être des baskets très féminines, hein, soit du temps passant. Oui, bien sûr, mais tu vois, je ne peux plus mettre même des boots, des choses plus sympas.
Et pourquoi je te dis ça? Voilà, pour les risques d'escar. Oui, Et il y a aussi des troubles vésico-sphinctériens. Donc on en vient, d'accord. voilà. Et en fait, tu me parlais justement de l'aspect toilette. Quand on a la moelle épinière qui est atteinte, on fonctionne par système de sondage. C'est-à-dire, explique. Alors, moi, de sondage, voilà. Moi, je pense savoir, mais est-ce que tu peux donner une explication? Oui, bien sûr. Alors, en fait, ceux qui c'est-à-dire nous regardent. qu'on ne contrôle plus nos sphincters. Donc, on ne peut pas activer, nous, vu que c'est un muscle, et qu'on n'a plus ce contrôle-là à cause de cette lésion de la moelle épinière. D'accord. On ne contrôle plus, donc il faut fonctionner par système de sonde, que ce soit les hommes ou les femmes. Donc, insérer une sonde... Mais c'est pas toi qui fais, t'as un soignant qui... Non, c'est chacun qui le fait. C'est chacun qui le fait? Ouais. D'accord. Douloureux? Pas douloureux? Pas douloureux, mais... Après, ça dépend des personnes, je suppose, et de la sensibilité. Voilà, et pas forcément douloureux, mais c'est encore des schémas corporels à accepter. Donc tu as, concrètement, je ne vais pas poser des questions peut-être un peu particulières, tu as tout le temps avec toi de quoi te sonder. Voilà, c'est ta manière pour toi d'aller faire pipi. C'est Voilà, normal, comme tout le monde. Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Donc voilà. Ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas. On Je n'en sais pas, il y a parle une histoire un peu tabou, je C'est pense. très tabou, tout ce qui est... Mais par exemple, là, du coup, me vient une question. Allons-y, puisqu'on est dans le tabou. Chez une femme qui a des menstrues aussi, comment on gère ça au quotidien? C'est pas simple non plus. Après, moi, j'ai des amis qui enchaînent des pilules. Ah oui, c'est ça. Oui, ça peut être cette technique-là, oui, Voilà, d'enchaîner les donc, pilules pour pas avoir ses règles. Ça, mais ouais. sinon, comme tout le monde, après, Ouais, voilà, c'est protection comme tout le monde. Mais au quotidien, parce que là, la moindre protection comme tout le monde, mais tu peux pas enlever ta protection et en remettre une autre. Donc tu es obligé d'avoir un soignant en permanence avec toi? Non. Ou Moi, pas? je Comment me ça se débrouille, passe? j'ai Mais pas- justement. Parce que j'étais très étonnée, je te le dis maintenant, là, Ouais, devant la caméra, tu peux. que quand je t'ai accueillie en Ouais. loge, je m'attendais à voir quelqu'un qui t'accompagne. Mais Non, moi, je me débrouille Virginie toujours toute est seule. hyper autonome. C'est Tu vrai. es là toute seule. Je me suis dit, Non, en fait, je suis peu autonome dans le sens où j'ai besoin de quelqu'un, par exemple, une auxiliaire Oui. le matin, pour m'aider à me lever, la douche, l'habillage, et quelqu'un le soir pour me coucher. Mais tout le reste de la journée, je fais tout toute seule. Et puis, si j'ai besoin d'aide pour ouvrir une porte ou quelque chose, je demande. Comme toi, tu comme m'as là aidé tout à l'heure. Parce que peut-être Voilà, que donc, j'étais peut-être trop sur toi. Non, tu non, besoin c'était d'aide. bien. Enfin, parce qu'effectivement, en plus, quand on ne connaît pas, il y a des personnes qui peuvent être en plus très perturbées par le handicap. D'ailleurs, c'est une des questions. Ouais. Comment réagissent les gens? Bon, moi, j'ai quelqu'un dans la famille en fauteuil roulant. Donc toi, t'es sensibilisée, tu vois. Mais après, les handicaps sont tous différents. Hein, donc, Bien c'est sûr. vrai que je ne savais pas ce que tu pouvais bouger, bras droit, bras gauche. Je ne savais Non, pas dans mais quelle mesure c'est- tu avais besoin d'aide. C'est bien de faire comme tu l'as fait, c'est-à-dire de demander, tout simplement, parce que la plupart des personnes peuvent avoir peur Et n'osent- et n'osent Comme pas. si c'était contagieux. Voilà, presque. exactement. Et Ouais. le pire, je crois, c'est de l'indifférence et de pas poser de questions et d'ignorer la personne. Alors ça, faut qu'on le dise. Donc, on Ouais. répète bien. Le pire, c'est l'indifférence et de pas poser de questions. Exactement. En fait, il faut s'adresser aux personnes en situation de handicap comme à n'importe qui. Ne pas s'adresser à la personne qui l'accompagne, d'ailleurs. Ah, parce très que intéressant. Ça, c'est tout le temps. Eh oui. Moi, quand je me baladais avec des amis ou ma sœur ou autre, et ben systématiquement, on va s'adresser. Comme si tu n'étais à la pas une personne. vraie personne. Comme Ouais. si j'avais pas de cerveau, comme si je pouvais Ouais. pas parler, comme On si. confond peut-être avec l'handicap mental, quoique on pourra faire une émission Ouais, là-dessus. Il faut ouais. certainement aussi s'adresser à la personne. Bien sûr. Mais ah oui, c'est très intéressant ça. Ah oui, ça c'est systématique. Et c'est le cas de. Enfin, je connais beaucoup de personnes en situation de handicap et c'est le cas de tout le monde, quoi. Oui, j'imagine. Moi, j'ai du mal à saisir une chose et Ouais. j'espère jamais, dans tout cas, bien évidemment, et je le souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi, mais quand on apprend cette nouvelle, moi, personnellement, je pense, j'essaie de me projeter et je veux pas le vivre, je pleure pendant 5 ans. Enfin, c'est impossible. À quel Ah oui, moment bah, on se c'est- relève de ça? Bah, en fait, bien évidemment, au début, même si j'avais des moments sympas avec mes proches, j'étais complètement Anéanti, Bah, tu passes d'une autonomie complète à l'autre bout du monde. bien sûr. En En plus, faisant du sport, mais j'étais une folle de yoga, j'étais ultra souple, flexible et tout, à un handicap, oui. une paralysie totale. Forcément, tu es complètement déboussolé. Et puis en plus, on a toujours tendance dans notre vie à tout prévoir, en se disant je vais avoir ce job, faire ceci, cela, j'aurai tel appart, tel voyage, machin. Et puis en fait, tu te rends compte que la vie,
voilà, tout s'écroule et que la vie, finalement, elle a toujours plus d'imagination que toi et elle fait ce qu'elle veut. Et que tu as beau avoir tout prévu, bah, tout peut retomber. Il m'a fallu, bien voilà, le temps de évidemment, digestion de tout ça. Bah, c'était hyper dur. Si c'est digéré, quand... d'ailleurs, est-ce que ça l'est vraiment? Ouais, en rééducation, en réanimation, c'est hyper dur parce que tu passes toute ta journée à rien faire. T'attends, et du coup, tu cogites énormément. J'ai essayé d'écouter de la musique, j'ai essayé de... Je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi ça m'arrive à moi? C'est tellement injuste. Donc ça, c'est les questions. Pourquoi moi? Pourquoi moi, sentiment d'injustice. Deuxième sentiment, je l'ai senti comme vraiment une punition. Comme si on me punissait de m'être trop amusée à l'autre bout du monde et de me prendre une grosse claque. Donc culpabilité, peut-être, de s'être trop amusée. Voilà, ça. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants? C'est la première chose que j'ai demandé. D'ailleurs, réponse à cette question. Oui, bien sûr. Pour moi, c'était oui, mais voilà. Tout est possible. C'était vraiment mes interrogations. Est-ce que je vais pouvoir retravailler? Est-ce que, il y a vraiment, tout est remis en cause en fait. Tout ce que tu as construit jusque-là, tu repars à zéro, surtout. C'est un tsunami, une renaissance, mais bon. Voilà, une renaissance, mais renaissance que on se rappelle de son ancienne vie. Voilà, dont j'ai pris conscience quand même un peu plus tard. Parce qu'en fait, on compare tout le temps à sa vie d'avant. Un référentiel qu'on connaît, à sa vie d'avant. Donc c'est... c'est pénible. À quoi ressemble une journée chez Virginie le matin? Est-ce que tu pourrais décrire à quelle heure tu te lèves, ce qui se passe, quel soignant est là, qu'on puisse montrer à quoi ça ressemble? Alors justement, en fait, je ne suis pas prête très tôt. Parce que j'ai besoin d'un infirmier le matin. D'accord. Ensuite, j'ai une auxiliaire qui vient de 9h30 à 11h30, qui vient, donc, comme je disais, faire un petit peu l'appart, m'aider à me lever, doucher, préparer, etc. Ça veut dire que si l'émission, on l'avait tournée ce matin, puisque là, on n'est pas le matin, tu n'aurais pas pu. C'est quelque chose d'immuable, mais ça devient compliqué, en fait. Si il faut que j'appelle la prestataire, la société de prestation pour bouger tout, pour avancer. D'accord, ok. Faut tout. Tout est faisable, mais c'est faisable, compliqué. mais voilà, c'est plus compliqué. Et ensuite, donc en gros, je suis prête chez moi seule à 11h30. D'accord. Donc c'est quand même assez tard. Oui. Voilà. Et ensuite, tout dépend. Soit j'enregistre un épisode de podcast, soit je vais en kiné, je fais des séances d'exosquelette aussi. Je fais des conférences d'entreprise aussi. En fait, c'est tellement varié que j'ai pas de journée type, mais alors pas du tout. C'est pas mal, ça. Et tu te déplaces comment? Soit en taxi. Il y a des taxis adaptés avec une rampe, soit en véhicule de la région Île-de-France Mobilité, des véhicules adaptés que tu dois réserver une semaine en amont. Toi, tu peux pas conduire? Il existe des véhicules? Je pourrais, mais comme j'ai que mon bras gauche qui fonctionne et que je peux pas me transférer seule, il faudrait une voiture par laquelle j'entre par l'arrière. D'accord. Dans laquelle je viens me positionner au niveau du volant. Ce qui doit être une voiture existante, mais à mon avis très onéreuse. Très onéreuse, ça pourrait être 100 000 € entre voiture et adaptation. Et même, j'en ai pas du tout l'utilité. Et ben voilà. Et moi, j'adorais conduire, mais j'étais très nerveuse, très excitée du volant. Pas sur la route, c'est ça? Non, voilà, exactement. Et donc là, je serais encore... Enfin, j'ai une très faible résistance au stress et je panique vite. Donc, en plus d'être seule dans la voiture, pas pouvoir tourner la tête, paniquer s'il y a une voiture... Oui, c'est vrai que j'avais oublié cet aspect de ne pas pouvoir tourner la tête. Se stresser pour trouver une place, parce que ça aussi, c'est un vrai problème, pouvoir se garer. Non, je veux pas me rajouter de contraintes. Oui, s'il y a des taxis adaptés qu'au quotidien... Franchement, je me débrouille. À Paris, on est quand même... On se débrouille bien. Sauf peut-être pour se déplacer. On est bien. Alors, allons-y, virgule. Sauf au quotidien. Tu vas dans la rue. J'imagine que tu te balades un petit peu quand même. Tout le temps. Voilà, tous les jours. Voilà. Comment ça se passe, le bus, les trajets sur les trottoirs? C'est hyper galère entre les dévers, les travaux, les crottes de chiens, les vélos mal garés, les poubelles mal rangées. Donc faites attention. Si vous regarde les gens là, s'il vous plaît, au moins les crottes de chiens, les vélos mal garés. Il y a des choses sur lesquelles on peut agir. Les dévers, un peu compliqué. Ça, on peut pas. Mais il y a toujours quelque chose, les pavés ou les trottoirs qui ne sont pas abaissés.
c'est toujours un peu... Et là, tu fais quoi? Tu fais appel à la première personne qui est autour de toi pour t'aider? Voilà, ou qui m'aide. Tu t'y arrives à demander facilement? C'est quelque chose... Oui. Ça, il n'y a pas de souci. Au départ, je ne demandais pas parce que le fait déjà de ne pas être autonome, je voyais ça comme de la vulnérabilité. Et le fait de ne pas contrôler tout soi-même, c'est très dur alors que j'ai... Sacré lâcher prise. Alors que je l'ai toujours été et c'est encore très dur aujourd'hui de ne pas être autonome et de pas tout contrôler comme on voudrait. Mais en fait, j'ai lâché prise parce que je me rends compte que si j'arrive pas à accepter l'aide des gens et de demander de l'aide, bah, j'avance pas en fait. Parce que j'ai un problème d'autonomie, donc c'est soit... oui, t'es obligé, puis c'est tout. T'as accepté que c'est comme ça. Et puis de toute façon... Et puis je me rends compte qu'on fait des super rencontres. Il y a des gens incroyablement sympas et bienveillants. Heureusement. Il y en a des moins sympas? Franchement. Majoritairement, les gens vis-à-vis du handicap. Franchement, non. Les gens... je sais pas, moi, j'ai jamais eu de personnes... Je vois mal, j'arrive pas à me projeter sur quelqu'un qui serait malveillant, mais bon... Non, même dans les files d'attente, quand je passe, je fais un grand sourire, je lui dis « Est-ce que ça vous embête que je passe ?» D'ailleurs, on fera une émission sur le handicap invisible, qui est encore autre chose, parce que là, c'est vrai, on voit, donc tout de suite... Oui, voilà, donc il n'y a pas de... On peut pas me challenger là-dessus, on peut pas me dire « Bah non... » Bah non, est-ce que c'est un vrai fauteuil Voilà, c'est... Oui, effectivement. Non, j'ai pas de... Bon, bah, c'est au moins ça. Tu vois, je trouve pas vraiment d'exemple. Si je peux avoir... j'ai une maladresse qu'on m'a faite qui était assez lunaire. Quelqu'un qui me disait, à qui je parlais, que je connaissais, pas vraiment une connaissance, pas un ami, mais une connaissance, qui me disait, mais oh là là, mais moi, à ta place, je me tirais une balle. Tu vois, donc des choses comme ça. Ça partait En fait, ça partait peut-être d'une bonne intention, parce qu'il voulait peut-être me faire comprendre qu'il me trouvait courageuse, etc. Bien sûr, c'était ce qu'il voulait dire. Mais on ne sait pas à quel niveau de résilience, d'acceptation la personne est en face. Et donc, elle peut peut-être... c'est quand même très indélicat, parce qu'on rappelle quand même... Justement. Le jour le plus triste de la vie d'une personne, quand même. Justement, alors, à moins que tu ne veuilles pas qu'on l'aborde, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, j'ai envie de mettre fin à ma vie? Non, fin à ma vie, non. Mais plusieurs fois, je me suis dit que la vie n'avait pas de but et que ça n'avait pas de sens, pas de but, et que je ne voyais pas comment avancer. En fait, moi qui ai toujours rêvé d'avoir des enfants, c'est un vrai... Mais c'est pas impossible. Non, c'est pas impossible. Mais je me dis, j'arrive déjà pas à m'occuper de moi. Ah oui, en ce sens, c'est vrai. Pardon, c'est vrai que j'étais sur l'idée techniquement, c'est faisable. De la conception, la conception, la procréation, tout ce que tu veux, c'est faisable. Mais au-delà, pour aller plus loin et pas juste d'avoir un caprice, voilà, je veux un enfant, je l'ai. Bien sûr. Bah, il faut l'assumer, il faut savoir s'en occuper aussi. On peut vivre très heureuse sans enfant aussi. Oui. Enfin, ça, c'est un autre débat, mais c'est l'acceptation. Mais ouais, moi, c'est quelque chose qui me rend hyper triste aussi, parce que... Et je me... Tu es tata? Ouais. Parce que tu me parlais de ta sœur, je sais pas s'il y a d'autres frères et sœurs. J'ai un frère aussi, qui est aux États-Unis, que je vois un peu moins, mais dont je suis proche aussi. Et en fait, moi, c'est un peu... comment on dit, je vis par procuration un peu ça, et je suis je suis un peu émue d'en parler, mais je suis très proche de tous ces petits. J'en ai 2 du côté de mon frère et 1 du côté de ma sœur. C'est tes enfants, mine de rien. Voilà, on va dire ça par procuration. Et en fait, quand je vois le travail que c'est et l'énergie qu'il faut, parce que c'est du non-stop, quoi. Tu peux pas leur dire, je suis fatiguée, reste dans un coin. Donc voilà, mais moi, c'est... Après, si on parle d'un enfant fait avec une personne, avec une personne, parce que ça peut être aussi sans. Je pense que c'est très complexe et tu fais bien d'y penser. Avec une personne, ça c'est une décision de couple, et ça, après, advienne que pourra, on en reparlera d'ici quelques années peut-être, ou pas. Non, mais tu as raison. C'est des choses à réfléchir, à voir, et puis à accepter, si jamais enfant il n'y a pas, que c'est une autre forme de vie. Quand tu as dans ta tête, quand tu as cette projection et que tu te dis que c'est un passage, ou pas un passage obligé, c'est pas une obligation. En tout cas, toi, mais voilà, pour moi, c'était la suite logique.
Enfin, la suite, pas qu'il y ait un début, mais qui est voilà, une suite logique. Justement, tu te projettes... reconstruis un peu... Tout a été déconstruit et tu dois un peu reconstruire ton futur, ton parcours, un peu... Tu remets les briques un peu comme tu peux et tu reconstruis différemment. Quoi. Ouais, je vois tout à fait. D'ailleurs, c'est différent, c'est pas moins bien. Ça, je tiens à le dire. C'est pas moins bien, mais c'est différemment. Et on peut vivre quand même une vie sympa. Il faut juste se réorganiser et revoir ses priorités aussi. C'est ça, il n'y a pas de projection. Là, tu ne te dis pas, tiens, dans 5 ans, dans 10 ans, non. Au jour le jour. Là, en fait, même si je voulais me projeter, je ne saurais pas comment me projeter autre chose que ce que je vis aujourd'hui. Je ne saurais pas me dire, dans 5 ans, je veux faire ci, je veux faire ça. Ta projection maximale, c'est quoi? C'est la semaine prochaine, le mois prochain, aujourd'hui, ce soir? Ouais, enfin... Non, j'ai plein de choses prévues, mais... Oui, j'imagine, avec toutes tes activités. Mais tu réfléchis pas, et tant mieux, j'ai envie de dire. Ouais, j'ai l'impression c'est... quand je réfléchis, ça vient comme ça vient. Quand je réfléchis, ça me rend triste parce que c'est pas des... Je me dis que le temps avance, que je me dis, mais ma vie a pas trop de sens, pas trop de but. Et pourtant, j'essaie d'avoir des activités et des actions qui ont de l'impact et qui ont du sens justement pour essayer de... Et qui en ont. Voilà, qui en ont. Ouais. C'est pour ça que tu as créé tout ça. Ouais. Il y a le podcast. Donc on rappelle le podcast Dialogue. On le retrouve sur toutes les plateformes de podcast. Dialogue avec un S. Vous tapez Virginie. Et on tombe sur toi voilà. Et tes talents d'animatrice sur ce podcast. Chacune son tour. Voilà, c'est ça. De toute façon, j'écouterai. J'avoue ne pas avoir encore écouté, mais j'écouterai avec grand plaisir. On arrive sur la fin de l'émission. Déjà, oui. Ça passe vite. Oui, ça passe vite quand on est bien. Ouais. Si tu avais une phrase à dire à la personne qui nous regarde, ou qui a dans son entourage quelqu'un en situation de handicap moteur, ou qui elle-même est atteinte d'un handicap moteur, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? J'aimerais lui dire que déjà, ça va aller. Qu'on a beau, comme je disais, tout prévoir. Les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Et là, c'est pour une personne qui est concernée. Et de lui dire qu'en fait, tout passe. Et je trouve qu'on a, quelle que soit la situation et le degré ou le niveau de fracas qu'on peut avoir dans une vie, quel que soit l'obstacle qu'on ait, je trouve qu'on a tous une capacité de puiser en soi une force pour surmonter les épreuves qui est assez incroyable et qu'on a une capacité d'adaptation complètement folle. Et je trouve que l'humain s'adapte à tout. Je ne sais pas si tu partages ça. Mais tu parles de résilience, là. On est en plein là-dedans. Oui, mais on s'adapte à tout parce que souvent on se dit quand on a une nouvelle situation, quand on perd un job, quand on perd un proche, voilà, vraiment des niveaux complètement différents. On se dit, mais je vais jamais y arriver, etc. Et en fait, on se rend compte qu'avec le temps, on s'adapte et que... Et quand on regarde 10 ans en arrière, on regarde derrière. Oui. Voilà, et en fait... Pourquoi je me suis autant stressée, finalement? Donc, il faut du temps aussi. Ouais, je dirais ça aussi aux personnes qui ont tout passe, on s'adapte à tout. Et il faut vraiment du temps. Et aux personnes qui sont concernées indirectement, et surtout d'accompagner la personne comme ils peuvent, parce que c'est pas toujours évident, mais de considérer la personne au-delà aussi de son handicap et de voir la personne elle-même, de voir ses compétences, sa performance aussi, et d'arrêter de résumer une personne à son handicap ou à un fauteuil, parce que elle en a conscience, elle le vit toute la journée. Elle le sait, elle le sait. Voilà, et arrêtez de dire bon courage à toutes les personnes que vous croisez avec un handicap. Parce que ça, on me le sort tout le temps. Oui, c'est vrai. Je vais acheter le pain et bon courage. Hein. Oui, non, c'était plutôt bonne journée, là. Exactement. C'était pas le bon Parce mot. que bon courage, ça te renvoie directement à ta situation. Ah oui, c'est vrai que je vais galérer en sortant. Avec une bonne intention, mais c'est tellement maladroit. C'est ça, et souvent trop de bienveillance. Ça peut être blessant, quoi. Ça peut... C'est vrai que c'est pour ça que tout à l'heure, je me suis dit peut-être que je n'arrête pas de te demander est-ce que tu as besoin d'aide et que j'étais peut-être trop. Et à un moment, je suis partie. Je me suis dit, oh là, je l'embête peut-être. Non. Mais c'est toujours très délicat.
Bah oui, et puis on j'imagine sait que là pas. on parle de ton cas, mais que c'est peut-être pas toutes les personnes, il y a peut-être des personnes avec un handicap moteur qui veulent surtout Oui, qui sont beaucoup qu'on plus les aide autonomes. pas, Il y en a qui sont plus autonomes que moi. aussi en donc plus. ils supportent pas du tout qu'on leur propose de l'aide. Ouais. Ça dépend, mais après, je pense qu'il faut proposer de l'aide quand on voit qu'une personne est en difficulté, mais pas spécialement, systématiquement. Par exemple, dans la rue, il y en a dès qu'ils me croisent, je peux vous aider. Ben, Ah non, mais non. Oui. tout va bien. Si je galère Sauf sur si un t'étais, trottoir, oui. en train de galérer, Mais oui, sinon, effectivement. c'est gentil, merci. Quoi. Mais voilà. Bon, je termine l'émission sur un petit jeu que j'aime bien faire. Alors, je ne sais pas, justement, Ça, je là, vous savais allez pas. être en direct sur une situation avec une personne en situation de handicap. Est-ce que tu as la possibilité, toi, de jeter le dé ou pas? Et tu vas tomber sur... Si tu peux pas, je le ferai à ta place. Hein. Ok. Tu vas lire, en fait, c'est le jeu du... ceci ou cela, je sais pas si tu vois. C'est est-ce que D'accord, tu l'un ou préfères l'autre, ok. ceci ou tu préfères Ok. cela? Si tu n'arrives pas à le jeter, tu me dis et je t'aide. De toute façon, peu je le importe, lance tu où prends- Bah, mais sur toi, en Ah fait, oui. le but... Voilà, super. Et Je prends celui-là. voilà, prends celui-là. Alors, voyager dans le monde entier sans pouvoir revenir à son pays d'origine ou ne jamais sortir de son pays. Qu'est-ce que tu préfères? Il faut qu'on parle de voyage alors Ouais. que c'est là où il y a eu l'accident, Ouais. lors d'un voyage. Bah, écoute, moi, ce qui me manque le plus aujourd'hui, c'est de voyager par rapport à l'organisation que ça demande et au manque de... Je dirais pas au manque d'accessibilité, parce que c'est plus moi par rapport à mon manque d'autonomie que ça me coûte beaucoup de sortir de mon confort. Voilà. C'est dur. Je pense que si j'étais pas en fauteuil, ce serait voyager dans le monde entier pour voir, sans pouvoir Oui, revenir mais au tu pays es en d'origine. fauteuil et je vais Mais là- t'embêter. Ouais. Je pense ne jamais sortir de son pays, en se disant qu'on a des beaux paysages en France, Oui, merci de le rappeler Voilà. qu'en France, il y a de très belles choses. très hein. belles Ouais, choses, et qu'on peut faire plein de sorties et de déplacements en train, d'ailleurs. Il y a plein de choses à faire. Et voilà, non, je confirme, il y a beaucoup de choses jolies en Merci France. à toi. Merci, ça permet Voilà. de finir sur une petite touche de ce type-là. Merci encore Virginie d'être venue. Merci à toi, Sandra. N'hésitez pas à la suivre hein, sur les podcasts et sur Instagram. Je vous remercie à vous aussi de me suivre sur cette émission et je vous dis à très bientôt.